Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture sur les livres que j'ai lus au mois de mars. Le mois dernier, j'ai lu pas moins de 7 livres et je me suis dit que plutôt que de vous en parler en vlog comme je le fais habituellement, j'allais y dédier une vidéo parce que 7 livres, ça fait quand même pas mal de bouquins à passer en revue. On commence tout de suite par le premier livre que j'ai terminé au mois de mars et il s'agit de Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery aux éditions Toussaint Louverture. Alors, ce livre-là, en réalité, je l'ai commencé il y a plusieurs mois de ça et je vous avais dit que habituellement, j'arrive pas à lire plusieurs livres en même temps. Mais avec celui-ci, je sais pas pourquoi, ça ne m'a posé absolument aucun problème. Je pense que c'est parce que j'ai déjà regardé la série Netflix sur Anne et que du coup j'avais l'impression de déjà connaître l'histoire et donc je me sentais pas obligée en fait de terminer ce livre avant d'en commencer un autre. Et il y a aussi le fait que les chapitres sont écrits comme des tranches de vie. Donc finalement, en lisant un chapitre, ça pourrait presque être une mini-histoire à part entière, ce qui fait que ça m'a posé absolument aucun problème de lire un ou deux chapitres, de prendre un autre livre et de commencer une autre histoire, de revenir sur celui-ci, de lire quelques chapitres, etc. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire d'Anne de Green Gables, ce dont je doute, mais sait-on jamais, il s'agit donc de l'histoire d'une jeune fille orpheline qui est adoptée par un frère et une sœur qui travaillent dans une ferme au Canada. Elle va vivre chez eux et en fait la particularité d'Anne, c'est que c'est une jeune fille qui est extrêmement rêveuse et qui voit la beauté dans absolument tous les détails du monde qui l'entoure, ce qui fait que en fait l'écriture est extrêmement poétique. Donc il y a beaucoup de descriptions de nature, de descriptions d'instants finalement qui rendent les choses beaucoup plus belles. Et bien évidemment, vu qu'Anne est rêveuse, elle est aussi extrêmement gaffeuse, donc il lui arrive plein de petites mésaventures qu'elle doit régler au fur et à mesure. Alors c'est une lecture qui est relativement agréable, j'ai trouvé, même si par rapport à tout ce qu'on entend sur ce bouquin, tous les gens qui sont absolument amoureux de cette histoire, j'ai pas non plus été transcendée par ce que j'ai lu, mais c'était divertissant, j'ai apprécié retrouver Anne de temps en temps. En fait, c'est des petits moments de douceur. On prend le livre, on lit un ou deux chapitres, ça fait du bien, c'est joliment écrit, c'est des belles descriptions, c'est des petites mésaventures sans grande importance. Ce sont des moments agréables à passer avec les personnages qu'on retrouve avec plaisir, même si c'est pas la lecture du siècle, mais je dois admettre que je vais quand même lire les tomes suivants parce que déjà on me les a offerts à Noël, qu'ensuite la couverture est absolument magnifique et que, eh bien en fait, comme ça se lit finalement assez facilement chapitre par chapitre, et ben c'est assez agréable de se dire oh j'ai que 15 minutes devant moi, j'ai pas envie de me mettre dans un bouquin où je sais qu'au bout de 15 minutes je vais être hyper frustrée si je peux pas terminer, donc je vais juste prendre le suivant, lire un ou deux chapitres, le poser et avoir passé finalement un moment plutôt agréable, assez relaxant avec Anne. Le livre suivant que j'ai terminé au mois de mars, c'est une BD, le tome 2 de Arcana par Serena Blasco qui s'appelle Le parcours du fou. Je vous avais déjà parlé du tome 1 en vlog, je vous avais dit que j'avais énormément aimé, que surtout j'avais absolument adoré les graphismes. Et bien forcément quand celui-ci est sorti début mars, je me suis précipitée, je l'ai acheté dans une petite librairie et je l'ai dévoré. Alors Arcana, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles, Flora et Fauna, qui se retrouvent au couvent du tarot à leurs 15 ans pour devenir de futurs arcanes majeurs. En effet, dans le monde dans lequel elles vivent, il y a 21, je crois, arcanes majeures qui dirigent le monde et qui ont chacune un pouvoir spécial. Donc il y a le fou, il y a la mort, il y a la sagesse, il y a la tour, etc. Et donc les jeunes gens de 15 ans qui sont envoyés au couvent du tarot ont le potentiel de remplacer ces arcanes majeures et donc elles sont envoyées dans ce couvent pour étudier les différentes techniques, etc. pour devenir ces futurs arcanes. Et il se trouve que Flora et Fauna sont sœurs jumelles mais ne le savaient pas et se retrouvent dans ce fameux couvent. Alors de là va découler toute une série d'aventures parce que bien évidemment rien ne va se passer comme prévu, mais ce qui est surtout hyper agréable avec cette BD, ce sont les dessins, les graphismes, les couleurs, les pastels, c'est absolument magnifique.
C'est hyper agréable à lire, ça va extrêmement rapidement et ce que j'ai énormément apprécié aussi, c'est que bien évidemment il y a des scènes d'aventure mais elles ne durent pas pendant la moitié de la BD et on a l'impression au final qu'il s'est rien passé. Ça s'enchaîne de manière extrêmement fluide, donc c'est super agréable. L'histoire avance relativement rapidement et en même temps on n'a pas l'impression de se faire léser ou il y a des passages sur lesquels on saute et on se dit mais en fait j'aurais aimé plus d'explications. Donc je trouve que c'est relativement bien mené, le rythme est hyper agréable. Et ce que j'ai aussi trouvé hyper intéressant, et c'est la première fois que je vois ça, c'est que l'autrice utilise le pronom Yel dans ce roman. Et donc les personnages, quand ils se rencontrent pour la première fois, se posent la question: quel est ton pronom? Est-ce que tu es il? Est-ce que tu es elle? Comment est-ce que je dois m'adresser à toi? Et j'ai trouvé que c'était finalement assez intéressant de voir comment l'inclusivité était intégrée dans le récit. Ça m'a beaucoup plu, c'était une touche sympathique, donc encore un bon point pour Arcana, et bien évidemment j'attends avec impatience que le tome 3 sorte et je le lirai avec énormément de plaisir. On reste dans les BD puisque le troisième ouvrage que j'ai terminé au mois de mars, c'est Les sorcières de Brooklyn par Sophie Escabas. Alors Les sorcières de Brooklyn, c'est l'histoire d'Elfie qui est une jeune fille qui a 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça, qui devient orpheline et qui va emménager chez ses deux tantes qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui sont deux vieilles dames et qui sont un petit peu bizarres. Et quand Elfie emménage chez ses deux tantes, elle va s'apercevoir que déjà la maison est absolument immense et magnifique, c'est typiquement la maison de mes rêves, j'adorerais habiter dans cette maison tellement elle est belle, et surtout qu'il y a des choses assez étranges qui se passent dans cette maison. Donc forcément, spoiler dans le titre, les deux tantes sont des sorcières. Il se peut bien qu'Elfie découvre qu'elle-même vient d'une lignée de sorcières. Merci le chat de faire tes griffes en même temps que je parle. Donc Elfie vient d'une lignée de sorcières et elle va découvrir son héritage avec ses tantes. Ça se lit hyper bien, les graphismes sont super simples, mais en même temps, comme je le disais, les détails sont assez impressionnants et cette maison me fait vraiment rêver. J'ai adoré ma lecture, franchement c'était une excellente surprise. J'ai trouvé ce bouquin en fait en me baladant en librairie, je l'ai aperçu sur un rayon, je me suis dit oh les sorcières de Brooklyn, ça pourrait être quelque chose qui me plaît. Et effectivement, je ne regrette pas du tout d'avoir chopé ce livre et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir où l'histoire va être amenée parce que forcément il va y avoir plusieurs tomes et en même temps si ça s'arrêtait ici ce serait pas extrêmement grave dans le sens où finalement un volume ça fait vraiment une histoire. C'est pas du tout comme Arcana que je vous ai présenté juste avant où en fait ça s'arrête à chaque fois sur un cliffhanger. Là il y a une intrigue qui est terminée à la fin de la BD donc on pourrait se contenter de lire celui-ci et en même temps on sent qu'il y a le potentiel pour une suite et je pense qu'il y aura une suite. Donc ce sera avec plaisir que je me plongerai dans la suite des aventures d'Elfie. Le livre suivant dont je vais vous parler est assez différent de tout ce que j'ai pu mentionner jusqu'à présent sur cette chaîne et de tout ce que je peux avoir l'habitude de lire. Il s'agit des Grandes oubliées ou Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titu Lecoq. Alors c'est un livre qui m'a été conseillé par une collègue et amie qui m'a dit que ça pourrait me plaire et je l'ai eu dans ma pile à lire pendant quasiment un an avant de me dire bon c'est un ouvrage qui m'a été prêté, il serait peut-être temps que je le lise pour que je puisse le rendre. Et donc au mois de mars, je me suis plongée dedans avec une petite appréhension quand même parce que en général les livres comme ça qui ont une tendance historique avec des faits réels qui sont des ouvrages finalement un petit peu essayistes, c'est pas tellement ma tasse de thé. Moi je préfère les histoires en fait, concrètement quand je lis j'ai envie de m'évader. Et là c'était pas du tout le cas. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir lu ce bouquin. En fait, Titu Lecoq explique comment, c'est dans le titre, l'histoire a effacé les femmes et j'ai appris plein
deux choses. J'ai appris par exemple que en fait si on nous fait croire que les femmes n'ont pas du tout contribué à l'histoire jusqu'à aujourd'hui et que leur émancipation est relativement récente, et bien en fait ce n'est pas du tout le cas. Donc Titiou Lecoq dans cet ouvrage nous parle de femmes qui ont été oubliées, nous parle de la première écrivaine qui a d'ailleurs écrit le tout premier livre avec un jeu qui est connu de l'histoire et ça on n'en entend jamais parler. Elle nous parle de reines françaises extrêmement célèbres qui ont eu énormément de pouvoir, elle nous parle d'autrices, elle nous parle de scénaristes, elle nous parle de forgeronnes, etc. Et oui, je n'invente pas le mot puisque elle dit que à l'époque en fait, tous les métiers avaient une version masculine et une version féminine et que d'ailleurs la langue en général avait une version masculine et une version féminine mais que tout ça a été effacé au profit du masculin qui l'emporte sur le féminin mais que finalement c'est relativement moderne. Donc j'ai eu énormément d'informations sur la manière dont l'histoire s'est formée, la manière dont les femmes petit à petit ont été écartées des sphères de pouvoir, la manière dont la société s'est transformée pour que le masculin soit omniprésent et l'emporte sur le féminin dans absolument toutes les sphères. Bref, j'ai énormément apprécié ma lecture, j'ai appris plein de choses et finalement, une fois que je me suis plongée dedans, et ben ça se lisait vraiment extrêmement facilement. J'ai été impressionnée par la facilité de lecture, il y a énormément de choses qui sont vulgarisées, ça permet de se poser des questions et ça permet aussi d'avoir des conversations qui sont hyper intéressantes par la suite parce que en fait, concrètement, une fois que j'ai posé ce livre, j'étais avec mon homme en mode « mais tu savais pas, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, mais mon Dieu, mais c'est horrible, mais que nous ont-ils fait ?» etc. Bref, j'étais révoltée en fait en lisant ça et je me suis dit que vraiment il y avait des choses qui n'étaient absolument pas terminées dans le combat pour l'égalité homme-femme et que finalement il y a beaucoup de choses pour lesquelles on s'insurge un petit peu aujourd'hui et que quand on se renseigne un minimum, mais ça existait avant. Donc le combat des féministes par exemple sur l'inclusivité de la langue française, bah en fait c'était le cas avant, ça a été transformé depuis. Mais ça existait. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment fascinantes. J'ai adoré le lire et si jamais ça vous intéresse un minimum, que vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, bah allez-y, c'est super simple à aborder, c'est vraiment très bien fait, ça se lit très vite. Donc je vous recommande chaudement Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq. Les deux romans suivants que j'ai terminés au mois de mars sont les deux premiers tomes de la série Blackwater par Michael McDowell. Il s'agit donc de La Crue qui est le tome 1 et de La Digue qui est le tome 2 qui font donc partie de cette série composée de 6 tomes. Dans Blackwater, nous suivons les aventures de la famille Casquet qui est une famille qui habite à Perdido, une petite ville de l'Alabama et qui possède une scierie qui a donc pas mal d'argent. On les retrouve pour la première fois au début de La Crue alors que Perdido vient justement d'être inondé par la rivière et la famille a perdu une grosse partie de ses possessions comme d'ailleurs toute la ville et toute la ville a besoin d'être reconstruite. Et dans un hôtel submergé, alors que ça fait plusieurs jours que les eaux sont montées et que les gens ont déserté la ville pour se mettre à l'abri, Oscar, le fils Casquet, retourne explorer la ville dans un petit canot et va trouver une jeune femme. Cette jeune femme s'appelle Elinor et c'est de là que démarre absolument toute l'histoire parce que Elinor est un personnage un petit peu étrange, un petit peu bizarre. Donc il y a une toute petite dimension de paranormal là-dedans qui est incarnée par le personnage d'Elinor et puis par les actions qu'elle va mener. Je vous en dis pas beaucoup plus, même si c'est pas tellement des spoils parce que en fait on apprend ça dès le chapitre 2 du premier tome. Et en fait, ce qui est extrêmement étrange avec cette série de Blackwater, c'est que j'ai absolument dévoré les deux premiers romans. J'ai mis 4 jours à lire ces deux bouquins et je ne sais pas si j'aime ou pas l'histoire. En fait, ça se lit extrêmement vite, c'est assez addictif, on a envie de savoir ce qui se passe, c'est un vrai page turner, donc on lit, en plus ça se lit très vite, là je les ai lus en français, donc c'était encore plus rapide, mais en même temps, bah y a rien d'extraordinaire dans l'histoire. Les personnages sont vraiment extrêmement peu attachants, il y en a pas un pour rattraper l'autre, il y a des intrigues mais
qui sont finalement relativement bateaux, il n'y a rien non plus qui casse trois pattes à un canard, mais en même temps il y a quelque chose qui se passe dans l'écriture qui fait qu'on a vraiment envie de continuer. Alors j'ai conseillé ce livre à mon chéri qui depuis m'a rattrapé et dépassé puisqu'il a lu les 2 premiers tomes, il en est au 3e actuellement. Il y a aussi ma belle maman qui est en train de les lire, qui elle doit avoir quasiment terminé vu la vitesse à laquelle elle lit, et on a un petit peu tous le même constat en fait, c'est qu'on a envie de savoir, on a vraiment envie de les lire, et en même temps, est-ce qu'on aime vraiment l'histoire? Donc c'est pas vraiment une recommandation de ma part en mode allez-y, lisez-le, c'est la meilleure histoire que vous lirez de votre vie, c'est absolument extraordinaire, mais en même temps, c'est pas non plus quelque chose où j'ai envie de vous dire non, ne prenez pas ces livres, c'est absolument pourri, vous allez vous ennuyer de A à Z. Non, pas du tout. Donc, si jamais vous avez envie de tester, que vous avez un petit peu de temps devant vous, parce qu'il y a quand même 6 tomes, même si ça se lit vite, elle fait quand même 6 tomes, bah franchement, allez-y, parce que c'est assez intéressant comme concept finalement de se dire bah l'histoire je sais pas si ça me plaît mais en même temps j'ai très envie de savoir ce qui se passe et c'est assez agréable à lire finalement. Je me rends compte à quel point cette partie de la vidéo était étrange parce que c'est un non-avis finalement sur la série, mais je ne saurais pas comment expliquer mieux parce que vraiment c'est extrêmement étrange comme sentiment quand on lit ces romans. Donc je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez et je vais passer à ma lecture suivante. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo bilan lecture est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow par Gabrielle Zévin. Je vous avais déjà parlé de ce roman dans un vlog puisque je vous avais montré que je l'avais acheté suite à plusieurs avis qui étaient assez positifs sur cette lecture. Et je dois dire que pour le moment je suis plutôt convaincue. Alors je triche un tout petit peu parce que j'ai lu seulement un gros tiers du livre, je ne l'ai pas encore terminé, mais j'avoue que j'apprécie pas mal ma lecture en ce moment. Alors dans Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, on retrouve Sadie et Sam qui sont 2 amis de longue date et en fait on fait des allers-retours entre leur passé et leur présent à des moments assez indistincts finalement, et je trouve que c'est pas plus mal parce que finalement c'est bien réalisé et on se perd pas entre les différentes époques. Mais grosso modo, Sadie et Sam ce sont 2 enfants qui se sont rencontrés quand ils étaient à l'hôpital parce que Sam devait avoir des opérations sur son pied et Sadie était là pour sa sœur qui était malade. Ils se sont rencontrés et en fait ils se sont liés d'amitié autour de jeux vidéo. Des années plus tard, ils se retrouvent et ils décident de créer des jeux vidéo ensemble, et c'est donc l'histoire de leur amitié, de leur société naissante, de leur succès aussi relatif par la suite. Donc pour le moment j'en suis à une partie de l'histoire où en fait ça continue d'évoluer entre les 2 personnages et je pense que ce sera ça à la fin. Ce que je trouve intéressant finalement dans ce roman, c'est que pour une fois c'est une histoire vraiment qui est basée autour de l'amitié et pas autour d'une histoire d'amour entre un personnage masculin et un personnage féminin. Donc je trouve que c'est relativement bien réalisé de ce côté-là. Les personnages sont attachants, ils sont aussi loin d'être parfaits, donc ça c'est agréable de retrouver des personnages qui ne sont pas typiquement la fille dans le roman qui est menue, fine, blonde, bien habillée, un petit peu timide, qui n'a jamais rencontré d'homme de sa vie, blablabli blablablou, et l'homme qui est je ne sais pas, patron d'entreprise ou avocat, qui est grand, qui est brun, qui est musclé, qui est riche, etc. On est vraiment extrêmement loin de ces clichés-là, donc je trouve que c'est vraiment agréable. En plus, c'est des personnages, comme je le disais, qui sont loin d'être parfaits, donc ils ont des défauts, ils ont des moments aussi où ils se trompent, où ils font des erreurs, où leur réaction n'est pas appropriée, et en même temps, ils sont hyper attachants, parce que forcément, du coup, ils sont hyper humains, donc c'est vraiment agréable à lire. Leur amitié, elle est extrêmement belle, je trouve qu'elle est vraiment basée aussi sur, comme dans toutes les relations en fait, sur la communication et en même temps parfois sur des moments d'incompréhension entre les deux parce qu'ils en sont pas au même stade de leur vie, etc. Bref, je trouve que c'est vraiment super agréable à lire. Alors j'avoue que j'avance assez doucement parce que mine de rien, c'est écrit relativement petit, mais c'est vraiment sympa. En revanche, je suis pas non plus complètement amoureuse de ce roman comme j'ai pu entendre dans les avis que j'ai lus ou que j'ai vu passer sur ce livre-là.
mais c'est une excellente lecture et si jamais les prémices vous intéressent, je peux vous conseiller sans hésitation de vous le procurer. J'ai fait le tour de toutes mes lectures du mois de mars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'ai adoré passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite.